La politique expliquée aux enfants et parfois aussi aux adultes, on en parle avec l'invité du Grand Angle. Bonjour Myriam Revaud-Dallon. Bonjour. Alors vous êtes parmi beaucoup d'autres choses philosophe et politologue. Vous avez aussi dirigé une collection de philosophie pour enfants chez Gallimard Jeunesse. On peut le dire, vous êtes passionné depuis toujours par le rapport entre la politique et la morale, la politique et le mal, la politique et la guerre, par les questions d'autorité, de démocratie. Et aujourd'hui, donc, vous voulez expliquer la politique à nos enfants. C'est en tout cas le titre de votre dernier livre publié au Seuil. Alors c'est un livre, dites-vous, qui serait né des questions que vous posez, que vous ont posées vos propres petites filles. Elles ont 8 et 14 ans, c'est Léa et Sarah. C'est comme ça que ça s'est passé? 9 et 14 ans, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais moi j'ai eu envie de faire... je me suis aperçue que dans cette collection du Seuil, il n'y avait pas de livre consacré à la politique. Et puis je me suis dit que j'avais déjà l'habitude, j'avais dirigé cette collection de philosophie pour les enfants, donc je pensais que c'était une œuvre nécessaire, et d'autant plus nécessaire que les enfants sont certainement imprégnés actuellement de la défiance à l'égard de la politique, de la méfiance. Comme les adultes. Un peu comme les adultes, oui, bien sûr, d'un discrédit par rapport de la politique. On va en reparler. Quelle est la première question qui a préoccupé vos filles, vos petites filles? Alors la première question, et c'était la question de la plus jeune, la plus petite, qui était au fond... pourquoi est-ce qu'on a besoin de chefs puisque ou si on peut mener tout seul sa propre vie? Et donc c'était assez frappant de voir au fond que la question du chef, du rapport au chef, envisagée non pas du tout comme une nécessité, mais au contraire, comme une remise en question, était la première des questions. Et puis après, j'ai eu tout un tas d'autres questions. Et alors vous répondez quoi? Pourquoi on a besoin d'un chef? Alors je réponds que, d'abord, j'essaye de compliquer les choses, non pas de les compliquer, mais de les complexifier. D'abord d'expliquer ce que c'est qu'un chef, ce qui n'est pas du tout évident. Et que le chef, c'est pas forcément celui qui commande à d'autres qui obéissent, mais c'est aussi celui qui peut quelquefois entreprendre une action à laquelle les autres se rallient. Et là, je me suis appuyée sur aussi l'étymologie. En grec, le chef, la tête, c'est à la fois celui qui commande et celui qui commence. Et puis vous expliquez aussi que la notion du chef dépend, j'allais dire, du régime dans lequel on vit. Parce qu'il y a des régimes politiques très différents. Voilà, absolument. Et que la question du chef, par exemple, le chef dans une dictature ou dans un régime autoritaire, au fond, c'est assez simple. C'est le tyran, c'est assez simple parce qu'on ne conteste pas son pouvoir et qu'on est plus ou moins contraint de lui obéir systématiquement. Alors qu'en démocratie, justement, c'est une question très compliquée. Alors vous avez parlé de la Grèce, vous parlez de la Grèce. Alors je parle beaucoup de la Grèce parce que, non pas du tout. Ils ont inventé la démocratie, les Grecs? Alors, ils ont inventé la démocratie, évidemment, parce qu'ils ont aussi inventé une certaine manière de penser la politique. Ce sont eux qui pensent les premiers la politique. Ce qui ne veut pas dire qu'avant eux, il n'y a pas justement de société. Il y a des sociétés où il y a un pouvoir. Il y a des sociétés où on obéit à un chef, qui est souvent doté d'un pouvoir sacré, par exemple, comme je sais pas, le pharaon en Égypte. Mais ce sont les Grecs qui, pour la première fois, inventent à la fois l'idée et la pratique que faire de la politique, c'est agir ensemble. Agir ensemble dans une cité et pas seulement obéir à quelqu'un. C'est organiser la cité avec des institutions et éventuellement un chef qui représente. C'est ça, un chef qui... dans la cité grecque, on agit ensemble et c'est une démocratie directe, donc il n'y a pas de représentation puisque on prend les décisions collectivement. Dans la démocratie moderne, c'est différent. On a une représentation parce qu'on ne peut pas, au fond, se réunir tous sur la place publique. Mais l'idée fondamentale de la politique, c'est le fait que des citoyens réfléchissent et discutent ensemble de leur manière, au fond, de mener leur vie collective. Encore faut-il que les citoyens se sentent représentés vraiment par les politiques. Absolument. Ils élisent. Donc est-ce que c'est vraiment encore aujourd'hui l'affaire de tous? Bon, alors ça devrait être l'affaire de tous et je ne crois pas que les problèmes de la représentation aujourd'hui modifient le fait fondamentalement que la politique doit être l'affaire de tous. Qu'elle en soit à certains moments empêchée,
ou que les citoyens aient à juste titre l'impression qu'elle n'est pas l'affaire de tous ou qu'elle n'est plus l'affaire de tous, ça c'est un problème auquel il faut s'attaquer. C'est un problème qu'il faut prendre frontalement. Et donc justement, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de faire comprendre aux enfants que la politique, ça n'est pas nécessairement, au fond, l'impression qu'ils ont, ou transmise aussi par les adultes ou par leur environnement, que la politique n'est pas une chose intéressante parce que elle est l'objet d'un certain nombre de critiques. Mais ils ressentent justement peut-être ce ressentiment, le mot est peut-être trop fort, mais le sentiment que cette politique est en crise, que les adultes ressentent. Et pourquoi la politique aujourd'hui est tellement critiquée par les adultes et peut-être aussi par les enfants qui suivent? Oui, qui sont influencés ou qui sont évidemment très perméables à l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Et puis c'est tout à fait normal, parce qu'un adolescent, ou même un enfant de 12-13 ans est un enfant qui réfléchit, qui est confronté à un certain nombre de problèmes. Que la politique soit aujourd'hui objet de discrédit, c'est lié aussi aux difficultés internes de la démocratie dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que la représentation parlementaire telle qu'elle existe il n'y a pas que la représentation. Est arrivée en bout de souffle ou... C'est pas la représentation parlementaire en tant que telle, c'est, je dirais que c'est un certain nombre de difficultés du système représentatif. Quand on parle du défaut de représentativité, quand les citoyens ont l'impression qu'on ne les écoute pas, quand ils parlent de la corruption des hommes politiques, c'est pas ça d'ailleurs le plus important. Mais peut-être que le plus important, ce serait de revenir au fond à ce que signifie véritablement la représentation. Puisque être représenté, ce n'est pas déléguer son pouvoir à quelqu'un qui va agir à notre place. D'autant plus aujourd'hui, où le citoyen veut plus peut-être que par le passé participer à la politique. C'est être représenté ou c'est surtout autoriser quelqu'un, lui donner l'autorisation, c'est très important, de parler en notre nom, pas à notre place. Et d'ailleurs, on voit des revendications très concrètes, très souvent dans des manifestations où on voit le panneau « pas en notre nom ». C'est intéressant. Alors, par exemple, cette question de la gauche et de la droite, est-ce qu'elle est encore pertinente selon vous ? Écoutez, selon moi, oui. Oui, elle est encore pertinente. Alors, on va voir justement des enfants confrontés à cette même question, qui ont posé la question à tous les candidats. On va prendre juste Emmanuel Macron. Donc, c'était au mois de mars 2017, avant l'élection. Regardez comment il s'en sort quand on lui demande de définir la gauche et la droite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au tableau la différence entre la droite et la gauche, avec une craie, et en 1 minute, s'il vous plaît? Top. Ok. Alors, donc la droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Que les gens aient les mêmes droits, tu vois. Là, c'est que les gens soient libres. Il y en a qui vont réussir, d'autres non. Tant pis. Là, c'est que les gens soient égaux, mais ils ne sont pas forcément libres. C'est pour ça que moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté, parce que c'est quoi la devise française? Liberté, égalité, fraternité. Eh bien, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Vous lui donnez combien sur 10? Il est fort, hein? Oui, enfin, au prix, c'est très facile, au prix d'une certaine simplification, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on appelle la liberté dans ce cas-là, quand on parle de la droite? C'est la liberté individuelle, c'est la liberté d'entreprise, c'est au fond, c'est la liberté de l'individu, et on n'insiste pas sur le fait que la liberté en matière de politique, c'est pas seulement la liberté de l'individu, c'est la liberté d'agir ensemble. Est-ce que ces clivages gauche-droite, c'est encore... Moi, je pense que ça a encore une signification, profondément, oui, bien sûr, en tout cas au niveau des valeurs, très Donc cette volonté qu'il a de gouverner au centre, vous pensez que c'est voué à l'échec à plus ou moins long terme? Comment dire, c'est... C'est une question que... Je sais pas. Comment vous dire, moi, enfin, il ne gouverne pas tellement au centre. Quand on voit les mesures économiques qui sont prises, on a le sentiment qu'il gouverne plutôt à droite pour le moment. On va revenir... Peut-être qu'il va redresser les choses, mais pour le moment... Bon, en tout cas, je n'ai pas du tout envisagé j'ai envisagé des problèmes d'actualité. Vous avez parlé, par exemple, comment est-ce qu'on contrôle le pouvoir dans votre livre? Ça, c'est une question essentielle. C'est une question absolument fondamentale. J'ai essayé vraiment d'expliquer ce que c'était que les contre-pouvoirs, précisément à partir de l'idée que
les élections ne sont pas le tout de la démocratie. Et qu'une fois qu'on a élu des représentants ou des dirigeants, il y a une opinion publique, il y a un certain nombre de contre-pouvoirs, il y a la presse, il y a le droit de grève, de manifestation, qui font qu'on peut et on a la responsabilité de contrôler l'action des dirigeants. Mais le problème, c'est qu'on voit de plus en plus souvent que le temps des médias n'est pas le temps de la politique, que le temps s'accélère. Ça, c'est le problème des médias. Oui, mais ça devient aussi le problème du politique. Oui, mais c'est le problème de la politique qui, d'une certaine façon, se règle sur le temps des médias. Et donc là, il y a une énorme difficulté, parce que la politique, c'est aussi un rapport avec le temps long. Parce que quand on mène des projets, on les mène sur plusieurs années. Et effectivement, c'est constamment court-circuité et parasité par la tyrannie de l'instant, par le rythme des médias. Ça, c'est une difficulté considérable. Une autre difficulté que vous abordez dans le livre, c'est la peur. Vous dites que de plus en plus souvent, et surtout en période de crise, on a l'impression que un des moteurs des politiques, pas tous heureusement, c'est de jouer sur les peurs des citoyens. Tout à fait. C'est l'un des ressorts fondamentaux des populismes actuels. C'est de jouer sur la peur de l'ennemi, la peur de l'autre, la peur de l'étranger, comme si le resserrement ou le refermement sur soi était une solution. Et là, on s'adresse effectivement à des populations. Enfin, quand on cible, si vous voulez, ce genre d'argumentation, on s'adresse à des populations qui sont relativement fragiles, qui sont des laissés pour compte de la mondialisation, et qui sont sensibles à ces arguments parce qu'ils pensent ils ont tendance à penser que le repli sur soi est un élément de la sécurité, ce qui est tout à fait inexact. Merci Myriam Revaud-Dallon pour toutes ces questions. De quoi parle-t-on quand on parle de politique? L'histoire de la politique, la pratique, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce si difficile? Ce sont les grands thèmes que vous abordez avec les enfants, avec vos petits-enfants dans ce livre, donc aux éditions du Seuil. Merci d'être venu en parler. Je vous remercie. Dans le 64 minutes.